Donc là, on va faire 3 TP. Ouais, 3 TP. Donc j'ai eu. En fait, on avait préparé 10, et évidemment, on n'aura jamais le temps de faire les 10. Donc, on va mettre ça dans le livret, hein, qu'on vous donnera quand on l'aura fini. Vous savez qu'on en parle de façon un peu évanescente. Le livret, ça va être un annuaire. Donc voilà, on est préparé 10 trucs. Donc, on va juste vous montrer en fait, c'est plus des pistes pour ce que vous pouvez faire avec les élèves. Il y en a qui sont vraiment rigolos si vous arrivez à les faire. Là, je parlais par exemple de l'Arduino, vous allez voir, c'est assez rigolo. Pour répondre à la première question, c'est quoi l'IA? Donc voilà, il y en a deux, c'est les deux parmi les pères fondateurs, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. Moi, je trouve que ça va bien parce qu'on va dire, on comprend à peu près intuitivement. Alors, c'est tout en anglais, hein, je suis désolé, mais c'est celle-là en gros qui est la plus souvent reprise. Elle veut tout et rien dire, mais je pense qu'intuitivement, on comprend, c'est de faire des choses qui demanderaient de l'intelligence si c'était fait par un homme. Alors évidemment, ça recouvre pas tout, parce que par exemple, je vais marcher, on va se dire, il ne faut pas être intelligent pour marcher, et ça, pour le coup, c'est vraiment un problème dur de l'IA. Donc, ça recouvre pas tout, mais c'est, on va dire, on peut s'en tirer avec ça. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. C'est tout ce qui est facile à faire pour nous, c'est plutôt difficile pour la machine, et inversement. Donc marcher, encore une fois, simple, sur un seul pied, et ça, encore une fois, c'est extrêmement difficile. Par contre, si je vous demande racine de, je sais pas, 14 milliards,2, si quelqu'un répond, il s'est trahi, c'est un robot. Bon, ça, on sait le faire, c'est hyper simple à faire au niveau d'un calculateur, et pour nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut les voir, etc. Donc ça, voilà, ça résume aussi assez bien ce qui peut se passer. Ce que je vous ai déjà raconté, qui est résumé, alors c'est vraiment, je vais mettre devant la caméra, il ne faut pas le filmer, parce que c'est vraiment hyper mal résumé, mais voilà, en gros, il y a l'approche symbolique, c'est on va avoir des mondes formels, des choses très bien définies, type jeu d'échecs, type diagnostic, recherche dans un arbre, donc ça, voilà, ça va être très bien. Et ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va faire de la recherche, ou alors de la production de nouveaux éléments. L'approche numérique, en fait, le monde, il est soit inconnu, soit vraiment mal défini. Donc ça peut être par exemple le monde réel, ça peut être des images qui sont vachement bruitées. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas vraiment d'algo pour aller bien chercher, on va faire plutôt de l'apprentissage. Et ça, avec ça, vous avez vraiment deux gros courants de l'IA. Aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, à ce niveau-là, parce que c'est là où on va retrouver notamment le deep learning. Mais ça aussi, c'est énorme. Ça, il n'y a pas que le deep learning, il y a plein d'autres algos. En gros, si vous avez tout ça, c'est l'IA. Aujourd'hui, vous avez le deep learning, c'est un petit morceau. C'est celui qu'on met beaucoup en avant, dont on entend parler tout le temps. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Et dans tous les cas, on va utiliser ce qu'on appelle les heuristiques. Donc là, en gros, l'idée, c'est au doigt mouillé. Bon, c'est les chercheurs, donc ils savent bien orienter le doigt, mais l'idée, c'est qu'à un moment, on a ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Je vais vous montrer des exemples. Et donc, comme on ne sait pas vraiment trouver la bonne solution, on va aider l'algo en disant « je pense que si on fait ça, peut-être que ça va bien marcher ». Et des fois, ça va plutôt bien marcher. Alors, on n'a pas la garantie de trouver la solution optimale, mais on va trouver une solution sous-optimale, mais qui se trouve rapidement et qui est suffisamment bonne pour la plupart des problèmes. Donc ça aussi, je vais vous montrer. Et après, on a des problèmes de bruit, donc ça, le bruit existe partout. Donc vous prenez une image, il y a énormément de bruit dans n'importe quelle image que vous prenez. Bon, alors elle peut être floue évidemment, mais vous avez par exemple ce qu'il y a derrière, ça va aussi faire du bruit. Enfin voilà, il y a tous ces problèmes. Donc un problème assez classique, le voyageur de commerce, vous connaissez tous. Donc en gros, il faut passer par tous les points une et une seule fois, et il faut que la longueur du chemin total soit minimale. Donc c'est un problème, c'est hyper utile, ça n'a pas l'air utile comme ça, mais en fait c'est hyper utile dans pas mal de problèmes, c'est une façon de formaliser. Donc là, bon, une solution, c'est de faire ça. Bon, j'espère que c'est le chemin lui-même, j'ai un peu vérifié, d'allumer, ça a l'air, pas sûr. J'aurais pu passer là, c'était plus court, et voilà, donc ça c'est pas une bonne solution, mais c'était pas loin.
D'accord? Donc ça va parce qu'on a H10 nœuds. Donc évidemment, si je rajoute plus de nœuds, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et puis, voilà, on va essayer de trouver un chemin. Donc ça, c'est à l'origine. Alors, c'est ce qu'on appelle un problème NP complet, c'est difficile à résoudre. Et donc, on va faire des recherches pour essayer de trouver des solutions approchées avec des heuristiques. Et là, il y a aussi pas mal d'algos. Ça, si vous voulez faire ça avec des gamins, il y a un truc qui est vachement simple, c'est vous prenez une planche de bois, vous mettez des clous là où il y a les points, vous donnez une ficelle au gamin, et vous lui dites, avec ta ficelle, tu l'accroches à un premier point, et tu dois passer par tous les clous. Et une fois qu'il est au dernier clou, vous mettez un petit trait, et ça vous donne la longueur du chemin. Et après, vous donnez à l'autre gamin, essayez de trouver un chemin plus court. Donc si le trait est avant le dernier coup, c'est que le chemin est plus long. Si c'est après le dernier coup, c'est qu'il est plus court. Et comme ça, on peut commencer à tester les trucs. Alors ça, si on veut le faire de façon via l'IA, il y a des algos qui ne sont pas très récents, mais qui marchent plutôt bien. Donc il y en a un qui s'appelle le recuit simulé. Alors j'ai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'on va partir d'une solution, on va dire qui est toute pourrie au début, mais en fait on va perturber la solution, et au fur et à mesure, au cours du temps, on va la perturber de moins en moins. C'est-à-dire, on a une solution, et pour deux villes, on va juste inverser, et puis on va regarder est-ce que c'est mieux ou pas. Si c'est mieux, on garde, et puis on recommence, on va aller changer à un autre endroit. Et ça, on va le faire un certain nombre de fois, et au début, en fait, votre système, il est très bruité, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de changements, mais au cours du temps, en fait, on va en faire de moins en moins. Et l'idée, ça vient de la métallurgie, c'est ce qu'on appelle le recuit simulé. Ça, encore une fois, en programmation, c'est 10 lignes de Python. Et ça se fait très bien, c'est très visuel, donc c'est vraiment un bon exercice, et c'est vraiment une des techniques standards d'IA. L'autre, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. Donc là aussi, c'est directement inspiré de la génétique. Et en fait, on va avoir des solutions qu'on va faire, qu'on va croiser. Donc je vais prendre un bout de la solution, un bout de l'autre solution. Je les rassemble, ça me fait une troisième solution. Je fais des mutations, c'est-à-dire que deux fois, par hasard, j'ai changé une ou deux données. Et puis comme ça, je vais faire évoluer une population de, je sais pas moi, 1000 individus. Et je regarde quels sont les meilleurs individus parmi ces 1000. Je vais prendre par exemple les 500 meilleurs, les autres, on les bute, en gros on les retient pas. Et les autres, on les fait se reproduire entre eux, c'est-à-dire qu'on en prend deux, hop, on les combine, on rajoute des petites mutations de temps en temps, et ça marche plutôt bien, notamment pour les voyageurs de commerce. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle les colonies de fourmis. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir les détails, parce qu'en plus, je ne me rappelle plus. Donc, ça aussi, c'est des inspirations. Tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y a pas mal d'inspirations aussi par la nature pour résoudre les choses. Donc tout ça, c'est juste pour le voyageur de commerce. Juste une parenthèse sur Pixies. Martine, tu es là? Martine, sur Pixies, il y a l'activité débranchée des... c'est ça. Donc c'est juste pour info. On peut retrouver le détail pour l'utiliser en classe. Donc ça, en fait, dès le collège, même à la maternelle, il peut jouer avec la planche à clous. Il faut d'abord mettre des clous et qu'ils ne puissent pas les arracher, sinon c'est avec le carnac. L'autre chose qu'il peut faire, c'est, alors la game, la théorie des jeux, c'est, là aussi c'est quelque chose qui est vraiment très important en IA, parce qu'on l'a vu, c'était pour les jeux d'échecs, les jeux de Go et un peu tous ces jeux à somme nulle. Le principe, c'est ce qu'on appelle les jeux à somme nulle, voilà, typiquement ça peut être le Morpion. Donc là, vous êtes dans la situation, en fait, il n'y a pas encore ça, au moment où est-ce qu'il faut jouer. Et là, vous comprenez immédiatement que si vous jouez là, en gros, vous avez joué à un horizon de 1 en disant « Oh, au prochain coup, je place un rond et j'ai gagné ». Et là, évidemment, on comprend que oui, mais si tu fais ça, tu n'as pas pris en compte le mouvement que va faire ton adversaire. C'est-à-dire que si vous jouez là, celui qui a les croix, lui, il va jouer là, vous avez perdu. Donc ça vous montre que, en fait, il faut commencer à prévoir peut-être 2 coups à l'avance. Et peut-être que 2 coups à l'avance, ça ne va pas suffire, il faut prévoir 3 coups à l'avance. Donc en fait, quand on joue à ce genre de jeu, encore une fois, échec, Go, tout ce que vous voulez, il faut simuler, si moi je joue là, qu'est-ce que lui il va jouer? Si je joue là, il peut jouer là, 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 là. Et là, on va dire, là, pour lui, c'est tout pourri, tout pourri. Ah, zut, s'il joue là, il gagne, donc je ne peux pas jouer ce coup-là. Si je joue là, il peut jouer là, 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 etc. Et c'est comme ça qu'on va construire cet arbre
en fait, c'est un arbre qui va devenir absolument énorme. Donc au niveau programmation, c'est pas forcément très très compliqué, mais il faut commencer à maîtriser la structure des arbres. Donc ça dépend du niveau que vous avez en informatique. Et derrière, les algorithmes à retenir, là aussi qui sont excessivement vieux, c'est ce qu'on appelle l'algorithme minimax. Ce qui va se passer, programmer ça, c'est que vous avez un joueur qu'on appelle min, par exemple là ici ça va être les ronds, et un autre joueur qu'on va appeler max. Min, lui, ce qu'il veut, c'est minimiser le score, et max, lui, il veut maximiser le score. Bon, leur but dans la vie, c'est ça. Et ce qui se cache derrière, c'est qu'il nous faut ce qu'on appelle une fonction d'évaluation. C'est-à-dire, cette configuration, il faut que je lui donne un chiffre. À quel point c'est bon pour les... Si c'est bon pour les croix, ça va être plutôt négatif. Si c'est bon pour les ronds, ça va être plutôt positif. Et une des grosses difficultés quand on programme les jeux, c'est de trouver cette fonction d'évaluation. Donc d'habitude, c'est là où on fait les heuristiques. Enfin, je vais dire, si j'ai 2 croix alignées, c'est plutôt bon pour les croix, donc je vais dire, par exemple, ça vaut -2. Donc ça, une configuration où il n'y a pas le rond, c'est plutôt bon pour les croix. Et là, je rajoute un rond, je dis, ah, c'est plutôt bon pour les ronds, mais c'est aussi bon pour les croix, donc peut-être que ça, en fait, l'évaluation de ça, ça vaut 0. Par contre, au coup d'après, quand il y aura la croix ici, alors en gros, je vais dire, c'est moins l'infini, c'est-à-dire que les croix ont gagné, donc je ne pourrai jamais revenir. La percée qu'avait fait Google au niveau de DeepMind pour le jeu de Go, c'est que cette fonction d'évaluation, avant, dans tous les jeux d'échecs, normalement et le jeu de Go avant aussi, les gens construisaient cette fonction d'évaluation à la main. C'est-à-dire qu'ils écrivaient des fonctions comme ça, qui étaient extrêmement longues, qui prenaient un peu tous les cas, et en espérant que ça allait fonctionner. Ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont appris cette fonction d'évaluation. Et en gros, c'est ça qui a fait la différence. En observant plein de jeux, ils ont pu apprendre à dire que ça vaut 0, ça vaut peut-être 0 parce que c'est bien pour personne, et ça vaut peut-être aussi 0 parce qu'en gros c'est égalitaire. Non, ça vaut moins 2 parce qu'il y a 2 croix alignées, et au coup d'après je peux jouer là. Donc voilà, encore une fois, pour le faire, c'est des choses à regarder. À chaque fois, j'ai mis les liens Wikipédia parce qu'il y a à peu près tous les détails et vous trouverez des liens pour le programme. Donc ça, ça va être 50-100 lignes de Python, si vous voulez le faire. Vous voyez, si vous prenez le puissance 4, c'est le plus simple. En gros, votre programme vous battra au bout de 5 minutes. Et ça, en gros, c'est les dernières recherches. Donc c'est Monte Carlo, ça a plus de 30 ans, mais c'est maintenant que ça a percé. Un autre truc qui est rigolo aussi, alors c'est plus directement de l'IA, c'est aussi ce qu'on appelle la vie artificielle. Donc ça, c'est des vols détournaux, vous en avez peut-être déjà vu. Et les questions que les gens se sont posées, c'est comment ça se fait qu'on voit ce genre de motifs dans le ciel. En gros, comment ça s'organise. Et quand on regarde dans le détail, il y a une bonne simulation qui a... Bon, je vous invite à aller voir, en gros c'est assez fascinant de voir les vols. Mais on peut aussi le programmer de façon très très simple, et il y a juste 3 règles. Il y a une règle qui dit que si vous êtes entouré de quelques oiseaux, vous avez plutôt tendance à essayer de les fuir. Il y en a un qui dit que si vous voyez des oiseaux qui volent comme ça, vous allez plutôt essayer de vous aligner. Et une autre qui dit qu'on va quand même essayer de se rapprocher des autres. Donc là, en fait, on va prendre un petit rayon pour dire je m'éloigne des très proches. Et là, on va prendre un plus gros rayon pour dire je vais aller quand même dans le sens du mouvement. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi, encore une fois, ça s'appelle Artificial Life, mais ça fait plus ou moins partie de l'IA, et ça se programme assez bien. Donc là, si vous voulez aller voir, c'est un petit peu plus compliqué à programmer, mais par contre, c'est vachement rigolo. Donc ça, c'est un bouquin qui est en ligne que j'ai écrit, vous aurez le code si vous voulez jouer avec ça. Donc c'est en Python, il faut un petit peu de calcul, mais en tout cas, c'est assez plaisant qu'on arrive à le programmer, à comprendre. Donc ça, c'est les phénomènes d'auto-organisation. Et vous pouvez modifier un peu les règles pour faire comme un banc de poissons, comme un banc d'oiseaux. Vous pouvez rajouter un prédateur qui fait que tous les oiseaux vont partir. Donc ça se fait plutôt bien. Ah, notre premier technique. Oui. On a parlé de l'intelligence du corps. Donc je vous avais dit, on
on a besoin du corps à la fois pour faire l'expérience du monde, et l'autre truc, c'est que vous avez aussi besoin de votre corps parce qu'il vous aide énormément dans pas mal de choses. Donc en fait, c'est pas la peine de tout mettre au niveau d'un modèle de cerveau. Il faut prendre en compte le corps. Notamment, vous avez tous des mains, normalement, et vous avez ce que, au bout des doigts, vous ne faites trop attention, et vous avez ce qu'on appelle la pulpe. La pulpe, c'est cette, ça un petit peu direct, c'est qu'il s'écrase quand vous allez attraper des choses. Donc au début, en robotique, on faisait des mains robotiques tout en ferraille, et quand on va attraper n'importe quoi, ça devient extrêmement pénible. Parce qu'il faut envoyer des contrôles hyper précis. Nous, on n'a pas de problème parce qu'on a cette pulpe. Quand vous attrapez n'importe quoi, vous envoyez une commande plus ou moins pourrie, et en fait, ça va bien se passer parce que votre pulpe va s'adapter. Et ce qui se passe, c'est que si, lorsque vous allez le faire d'ailleurs, on met des dés à coudre sur les doigts, et voilà, ça va moins bien se passer. Donc là, on vous donne des dés à coudre, et ce que vous pouvez faire, c'est mettre, par exemple, une pièce de monnaie. Non, on a des. Voilà. Ah ben oui, tiens, avec Christophe. Ouais. Je t'ai dit non, bêtement, parce qu'en fait j'ai besoin. Bon, alors les dés, on n'a pas trouvé des gros dés, hein. Si vous avez des gros pouces, idéalement, il faut mettre sur 3 doigts. Bon, le pouce, ça va être compliqué. Il faut bien enfoncer. Donc là, on vous met au défi de... On vous donne une petite... Donc il faut mettre les... Si ça ne tient pas, j'ai pas de scotch. Si vous avez du scotch, vous scotchez si ça ne tient pas bien. Voilà, donc avec 3, vous essayez d'attraper. Alors pour commencer simple, essayez d'attraper la petite pièce de Lego. Lorsque vous y arrivez, vous posez une pièce sur la table et vous réessayez. On peut peut-être en donner 2 fois 3. Hein. Ouais, on peut en donner 2 fois 3. Non. Je distribue une deuxième pièce de Lego là. Oui. La pièce de monnaie, donc on n'a pas confiance, on ne va pas vous donner des pièces de monnaie pour les vôtres. Hein. La pièce de monnaie. Alors après, oui, mais... Comme par hasard, tu as réussi quand j'avais pas le pain. Non mais pose-le dans le jour, tu peux pas. Allez, c'est la pièce. Alors. Ouais, mais non, mais attendez. Il a pas les cartes là. C'est un jeton au champ, peut-être c'est pas la même chose. Non, l'idée c'est pas de dire que c'est impossible. L'idée c'est de dire que c'est quand même pas facile. Et en fait, ça c'est quand ça fonctionne. Il vaut mieux pour faire des lèvres. Tout le monde a pu le dire. Oh non,
Tout le monde a... Vous êtes convaincu que la pub, que ça sert... Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence du corps. C'est-à-dire que ça vous est donné... En gros, c'est donné gratuitement par votre morphologie du corps. Donc de la même façon, c'est pour le coup, les traducteurs qui ont fait des robots, par exemple pour la marche, on va faire des robots spécifiques qui ont une morphologie spécifique qui va aider la marche. Donc si vous cherchez par exemple sur internet ces états-là, vous avez ce qu'on appelle les marcheurs passifs. Vous mettez, c'est sur un petit plan incliné avec un rouleau et vous voyez une marche où il n'y a pas de moteur. C'est simplement la morphologie d'un robot sans moteur qui fait que ça va marcher tout seul, quoi. Et comme ça, il y a pas mal de problèmes qu'on peut résoudre. Alors, pour le coup, il y a un truc assez rigolo, parce que sur ce principe de la pulpe qui se déforme, c'est un étudiant qui avait fait ça il y a... To do this, I attached the balloon to a small tube and poured coffee grounds into the other end of the funnel. C'est quand on fait une pince robotique In pour pas between cher. each scoop of coffee, I partially inflated the balloon so that the grounds could settle to the bottom. Moi, je vais le faire en français pour enlever le... Continue adding coffee. En haut, vous prenez du café, un ballon baudruche, et vous mettez le café dans le ballon baudruche. Bon, ça va être un peu compliqué, mais ça doit le faire. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez quelque chose qui est un peu fluide, mais pas tout à fait, donc vous pouvez le poser sur n'importe quel objet. Ça va se déformer, ça va épouser plus ou moins l'objet. Et ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va, avec un aspirateur, on va aspirer tout l'air. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va rigidifier complètement le café, parce qu'on a fait disparaître l'air. Donc à la fin, voilà, vous obtenez quelque chose comme ça. Alors on voulait le faire avec Guillet, mais on n'a pas eu le courage, on n'avait pas l'aspirateur. Donc vous devriez obtenir ça, donc ça aussi vous pouvez essayer de le faire. Et ensuite, vous appuyez, bon là il appuie un peu fort parce que je pense que... Enfin, il appuie, il aspire, et en fait ça va attraper n'importe quel objet. Donc plutôt d'avoir une map en robotique ultra compliquée avec pas mal d'effecteurs, là tout ce qu'on va avoir c'est on-off, je pose, j'aspire et je peux attraper n'importe quel objet. Il faut se balader avec son aspirateur. Ah, oui. Pour les robots, donc maintenant il y a même des simulateurs qui prennent ça en compte pour, voilà, ça fait vraiment une main, on va profiter de la physique du monde, là qui est les grains de café, la gravité, tout ce que vous voulez, Il y a un problème l'aspiration. énergétique quand même. Ouais, je suis pas sûr que ça consomme plus que... Parce que Non mais il faut quelque chose qui alimente en permanence. oui, un petit aspirateur, mais... il y a Ouais, mais le robot c'est pareil, si tu as une main c'est pareil. Il faut donc ça c'est autonome. Pour comprendre un peu ça, ça peut être un peu rigolo. L'autre truc, les trucs standards, c'est donc les chatbots, là je vous en ai montré quelques-uns qui étaient en ligne. Donc je vous ai dit, l'origine c'est Elisa, donc c'est 64, c'est assez vieux. Aujourd'hui c'est plus ou moins ce que vous allez retrouver avec Siri, Alexa, Cortana, en gros, qui écoutent en permanence ce qui se passe chez vous, qu'on peut piloter malgré vous. Après il y a plein de problèmes avec quelqu'un a ce genre de choses à la maison. Les enceintes... Oui, c'est les enceintes connectées, c'est un truc que vous mettez et qui écoute en permanence chez vous. Il y en a qui ont ça chez eux peut-être, non? Alexa, on m'a dit sur le... Alors oui, c'est en permanence parce que pour je sais plus lequel, il faut dire OK Google et on pose une question et la machine va répondre.
Donc, mais ça veut dire que pour pouvoir répondre à la commande, elle doit écouter en permanence. Ça se vend très bien, il y a pas mal de gens qui l'installent. Ça pose des gros problèmes de vie privée. Après, on peut faire pas mal de blagues. Donc, il y avait une publicité, par exemple, où les commandes pour, je sais plus, c'est pour suite Google, il fallait dire OK Google. Donc, dans une publicité, il disait OK Google, et vous pouvez commander à la machine via la télé. Donc, ça pose plein de problèmes. Si vous voulez faire un chatbot, vous avez ça. Donc pareil, on vous donnera le lien. Ouais. Le premier chatbot qui est ultra simple, c'est, je crois que c'est 8 lignes de Python. Donc ça, il dit bonjour, mais c'est un début et donc ça permet de commencer à jouer. Et au fur et à mesure, il peut raffiner le bot. Pour un projet informatique, c'est plutôt bien. Et avec ça, ce qu'on peut faire, c'est vous pouvez faire votre propre chatbot. Et là, alors bon, je vais peut-être pas le mettre parce que c'est un peu long. C'est quelqu'un qui en avait marre qu'on l'appelle à la maison. Aux États-Unis, ils ont plein de spam pour dire bonjour, est-ce que vous voulez acheter, etc. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un chatbot qui répond automatiquement aux gens qui appellent. Et il a été malin parce que c'est à base d'Arduino, de Raspberry, et juste, il écoute, il détecte les silences, et en fait, il relance des phrases automatiques. Et les phrases automatiques, c'est... En gros, il fait comme s'il y avait du bruit dans la maison, il dit « Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui était à la porte, je ne vous écoutais pas », ou alors il y a un bruit de fond, il dit « Mais qu'est-ce que tu dis ?» En gros, il essaie de faire que la personne qui appelle reste le plus longtemps possible au téléphone. Et donc, ça s'appelle Jolly Roger, vous irez voir sur Internet, il y a des gens, pendant 10 minutes, le mec qui appelle pour vendre quelque chose ne se rend pas compte que c'est un robot. Et c'est à mourir de rire. Donc voilà, ça c'est un projet sympa à faire à base d'Arduino. Il donne les choses. Lié aux programmations, c'est pas forcément compliqué. Tout ce qu'il y a à faire, c'est enregistrer des phrases toutes faites et d'entretenir la chose. Alors ça, vous pouvez aussi le faire avec votre répondeur téléphonique, si vous en avez un à la maison. Plutôt que de dire vous êtes chez machin, par exemple, vous pouvez dire allô, comment. Vous pouvez dire, je sais pas moi, allô, oui. Laissez un silence, sachant que la personne va vous appeler, va vous dire « Allô, bonjour », vous dites « Allô, oui ». Vous allez dire une première phrase, vous pouvez laisser 5 secondes de blanc et dire l'autre phrase. En gros, juste avec le répondeur, vous pouvez entretenir l'illusion que vous êtes là pendant au moins 30 secondes facilement. Donc encore une fois, le chatbot, ça marche sur ce principe. Donc là, je vous invite, si vous en avez marre, des gens qui vous appellent de façon automatique, c'est assez rigolo. Et ça, donc, ça peut se faire. Bon, ça y est, je vais arrêter de parler, maintenant on va travailler. Enfin, vous allez travailler. Donc, on a vu le voyageur de commerce, il y a un autre truc qui est ultra utile, c'est trouver son chemin dans un labyrinthe. Alors, un labyrinthe, en gros, ça peut se représenter comme ça. C'est-à-dire que on est en A, et je veux aller en B. Donc, il faut trouver un chemin. Là, tout le monde le voit. C'était facile. Évidemment, c'est comme pour le voyageur de commerce. Au fur et à mesure, on va complexifier le labyrinthe, ou en tout cas le graphe. Il va falloir des algos pour trouver le chemin automatiquement. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont été faites en IA au tout début, parce que c'était un problème intéressant. Alors est-ce que c'est encore l'IA? Ça, typiquement, vous allez trouver dans un GPS. Quand vous dites « je veux aller de là à là », bah, il faut des algos pour trouver le chemin. En gros, il n'a pas enregistré tous les chemins, donc il va le trouver dynamiquement. Aujourd'hui, vous avez Waze, par exemple, bah, lui, ce qu'il apprend, en plus, il va prendre en compte que, bah non, tu ne peux pas passer de là à là parce qu'il y a des travaux, il y a trop de monde, donc voilà, on va réadapter des choses. Mais à la base, il faut avoir ces algos pour trouver son chemin. Les algos les plus connus sont les plus vieux, ils datent d'il y a plus de 60 ans. Donc il y en a un, c'est Dijkstra, c'est un des plus performants. Bell-Manford et le A-étoile. A-étoile, en IA, c'est un algorithme qui a beaucoup marqué, qui est très, très important dans toute la genèse de l'IA. Et c'est en gros, voilà, c'est pour chercher des chemins dans des graphes. En l'occurrence, ça va être dans des labyrinthes. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est là où vous bossez. Alors, on va créer un labyrinthe. Tout le monde sait créer un labyrinthe? Ah, bon, ça tombe bien, on va faire un algo. Tout le monde sait trouver le chemin? Non plus. Bon. Donc on va le faire. On va faire on construit l'algo. Vous construisez un labyrinthe, vous trouvez le chemin, et pour ça, vous avez besoin donc de papier, crayon, avec des dés que on distribue. T'expliques d'abord peut-être l'algo. Tu peux distribuer. Ouais, mais explique peut-être. Alors, construire un labyrinthe.
Alors il y a plein d'algos pour construire un labyrinthe. J'en ai pris un que je connais depuis que je suis tout petit, mais je ne sais pas qui l'a fait. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut prendre des dimensions impaires. Donc là, on a pris 15 x 15. On vous donne des feuilles, hein. On va vous donner les... Tu peux commencer à les distribuer, comme ça. On prend des dimensions impaires. Donc là, j'ai mis 15-15, ça pourrait être 23 x 17, ce que vous voulez. On va choisir une position... Non, il faut remplir le bord. Donc là, on l'a fait pour vous, ouais. On vous a rempli le bord pour vous. Ensuite, on va choisir une position de départ au hasard. Alors, comment on va faire ça au hasard? On va vous donner des dés qui vont vous permettre de choisir une position au hasard avec des coordonnées impaires aussi. Donc, par exemple, ça peut être 1-3, ça peut être 5-7, ça peut être... Il faut que ce soit impair. Une fois que vous avez fait ça, il faut choisir une direction au hasard. Donc là, on a un dé de 4. Haut, bas, droite, gauche, et vous tirez aussi dans une direction au hasard. Et si, écoutez-moi bien, si la case dans la direction est libre, mais il faut que ce soit 2 cases dans la direction soient libres, alors vous pouvez y aller. Bref, je vous ai fait un dessin, ça va être plus simple. Alors moi j'ai un tout petit labyrinthe, le blanc c'est les murs, vous ne sautez pas. Donc, attention, je vais vous faire une animation. Tout le monde regarde, on choisit des coordonnées au hasard. Ça peut être sur un mur, on s'en fout, c'est pas grave ça. Ça c'est le départ. D'accord? Et là j'ai choisi une direction au hasard, bon, il se trouve que j'ai tiré vers le haut. Alors vers le haut, je regarde une case, 2 cases, oui c'est libre, alors je peux remplir ça et ça. D'accord? Maintenant je suis là. Bah, je retire une position au hasard. Donc, dans ce cas-là, c'est par exemple, j'étais vers la droite parce que la case était libre. Oui. Ah oui, mais on a tiré au hasard. Donc, et là, j'aurais pu aller là. Ouais. Là, je suis là, je tire au hasard, et par contre, ça m'emmène ici. Donc là, j'ai le droit d'y aller parce que c'est libre. J'aurais pu tirer là, j'avais le droit d'y aller parce que c'est libre. Là, j'avais pas le droit d'y aller. Et j'avais pas le droit d'aller là parce que c'est occupé. On donne des exemples, on refait un tour. C'est une question de... Et là, on va vous aider là après. On va passer vous aider. Et là, j'ai encore choisi au hasard et ça se finit quand? Alors ça se finit, on va le faire 10 fois. 10 fois. Alors on s'arrête. Et là, si j'ai tiré vers là, c'est une fois, tant pis, ça ne va pas marcher. Je retire là 2 fois, tant pis, ça va marcher. Là, 3, on le fait 10 fois. Une fois qu'on a fait ça 10 fois, on refait un nouveau départ et on recommence. Et une fois qu'on peut le faire, ça aussi 10 fois. Et ça ne crée pas forcément ce qu'on pourrait appeler un labyrinthe parfait. C'est un labyrinthe avec des îlots, par exemple. Oui, parce que là, le point de départ... Oui, le point de départ, il aurait pu être là, par exemple. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de labyrinthes. Il y a ce qu'on appelle le labyrinthe parfait, le labyrinthe à îlots, le labyrinthe... Alors là, on fait de la logique. On ne fait pas la même algo pour la création de labyrinthe. Pour retirer le labyrinthe pour nous. Ça, c'est un par bout en bout. Ah oui, en plus, je ne peux pas les classer. La façon de sortir de la labyrinthe parfait, par exemple, c'est les mains sur un labyrinthe à main. Tout le monde a un dé au moins? Tu vois, sur 2 dessins, Non, parce que s'ils ajoutent 1, ils peuvent faire 16, ils peuvent faire 15 et on n'a pas de... Tu vois, on a mis des bandes de blanc. Que sur les paires. Oui, mais putain, là, tu m'as les joué même si laquelle tu veux? Celle-là? On va venir avant. Ah, dans le sens.
Ah oui, c'est que je suis à l'envers, tu vois. D'accord, c'est ça qui me... Donc, pour lancer, comme vous avez qu'un dé, enfin, vous pouvez le faire aussi avec le dé, comme vous avez qu'un dé, vous obtenez d'abord le X, puisqu'on travaille avec les coordonnées. Vous lancez pour avoir le X, vous lancez une deuxième fois pour avoir le Y. Vous avez des coordonnées sur les tableaux. Attention, si vous tombez sur un nombre pair, il faut dire, on va à chaque fois avoir des nombres pairs. Ça peut être un Ça peut Ça peut, peu importe ce que c'est comme code. Peu importe ce que c'est comme code. On va venir vous aider Ah mince, oui. Ouais. C'est toi qui as les D4 Mais par contre, pour 20 KB, parce que je peux faire 10 tirages, donc c'est ça dit, on vous donne maintenant le D4 pour trouver la direction. C'est vrai que ça peut être utile. Bon, on fait d'abord quoi? On voulait vous donner donc ça te fait 1 et 15. Et après, tu lances la direction. Et avec la direction, si le point où vous arrivez avec 2 cases ne convient pas, vous relancez, vous changez de direction. Vous pouvez voir d'ailleurs à l'œil si toutes les directions sont prises. Vous changez de direction et si au bout de 10 fois, vous n'avez pas trouvé, là vous relancez, vous rechangez la position de départ. Et là vous relancez le dé à 7. Alors on est tout pas je vais vers là, il y a 4 qui sont là. Et après, on voit que c'est là, on vers là, 2 4. Donc là, tu es là, et on repart de celle-là. On n'a pas besoin de commencer comme un départ. Voilà. 1, 2, 3, la taille pour les est-ce que vous avez fait petit point? Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'on a fait beaucoup de droite, beaucoup de retour en arrière. Deux à nouveau, à droite.
Sachant que si une direction n'est pas bonne, ça compte comme une fois. Si la direction n'est pas bonne, ça compte comme un essai qui est échoué. Du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas grand chose parce qu'il n'arrêtait pas de faire des allers. Il a un peu de suite, j'ai trouvé cette direction-là. Et en fait, au final, j'ai fait ça au bout de 10 essais. C'est facile à programmer aussi. Et le problème, c'est que alors j'ai d'autres feuilles si vous voulez. J'avais écrit l'algorithme. non, mais c'est celui-là maintenant. Et là, quand on a fait oser tout ça, Ça va, j'ai vu que le labyrinthe est un peu chaud. Ouais, il y en a des super.
Quelle heure il est? J'ai peur qu'on soit là. On est à la bourre. Ça va faire au moins les bons. Bon, on va vous distribuer de la graine tout fait pour ceux qui n'ont pas eu le temps de finir. Il va falloir que vous trouviez la solution. Et nous allons avoir le déo. Non, il y a un îlot là-bas. Le départ, c'est un îlot. Et si c'est un îlot, regarde, si je te mets un taux de remplissage de 50. Par contre, on est... il en reste... Oui, pardon. Je n'ai pas retrouvé le nom de ce truc, tu ne connais pas. J'ai mis la go sur le Le coup de prendre votre tout le monde a... Comme prévu, on est hyper à la bourre. Tout le monde a récupéré le labyrinthe. Ouais. Bon, vous avez à peu près compris l'algo. En gros, c'est un peu fastidieux. Évidemment, l'idée, c'est de le faire via un programme. En tout cas, c'est faisable à la main. Donc avec les élèves, je pense que même en primaire, il y a moyen de... Alors, peut-être des labyrinthes un peu plus petits, mais c'est faisable. Et là, ce qu'on va faire maintenant... Ce qu'on va faire, c'est on va résoudre le labyrinthe. Alors quand vous voulez résoudre un labyrinthe, il y a différentes façons, il y a différentes situations. Donc il y a la situation où vous êtes à l'intérieur du labyrinthe et vous ne voyez pas tout le labyrinthe. Là c'est un peu compliqué. Donc on en parlait selon le type de labyrinthe, par exemple, toujours tourner à gauche. Et si votre labyrinthe est, on va dire, est bien foutu, ça va marcher, vous allez sortir. Il y a une autre façon qui est directement, encore une fois, issue de l'IA, s'appelle Value Iteration, ou c'est Bellman-Ford. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'on va partir de la sortie et qu'on va remonter vers l'entrée. Alors comment on va faire ça? À la sortie, on va écrire 0. À partir de la sortie, je vais regarder quelle case je peux atteindre. Toutes les cases que je peux atteindre à partir du 0, je vais marquer 1. Jusque-là, ça va. À partir du 1, il peut être qu'il y en a un ou plusieurs 1, parce qu'il y a plusieurs cases, je vais marquer 2 dans les cases suivantes. Et au fur et à mesure, j'ai marqué 3. Alors, vous allez me dire, j'ai rien compris, et c'est pour ça que j'ai fait un petit schéma. Là, je suis ici, et je veux aller là. Je démarre, je mets 0. Jusque-là, tout va bien. Les cases noires, c'est vide. C'est du plat. Attention. Ah bah oui. Alors, Christian? Oh, t'as raison, ils sont lourds. Et ceux qui sortent du noir et du bleu? Ouais. Ah non, mais... Je veux rien dire, voilà. Il m'avait dit... Moi j'ai dit le premier truc, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, et lui ça ne le dérange pas du tout. Ouais. Il faudrait que tu vois quelqu'un, parce que c'est quand même...
n'avez pas racheté pour inverser. Bref, donc ça c'est vide en fait. Donc là on commence à la sortie, on écrit 0. L'étape d'après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 1. Le blanc, c'est le tout. Et 2 et 2 comme pour le deuxième. Écoutez bien parce que c'est là où ça va merder pour pas mal de monde. On écrit 1, là où on peut aller. Là j'ai 2 cases, je mets 2, 1. Ouais, facile. Alors attention, ouais, qu'est-ce que je fais après? 2, 2, 2, 2. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fait des chemins au parallèle. Vous vous rappelez, on a montré un arbre. En fait, l'arbre, ça se représente sous forme d'arbre. Là, c'est ce qu'on appelle la recherche en profondeur d'abord, en largeur d'abord. Donc plutôt que de prendre un seul chemin, de suivre l'arbre jusqu'en bas, en fait, on est en train de chercher dans l'arbre de façon parallèle. Les parallèles, là, c'est ça. On a les deux branches, on est en train de les explorer en même temps. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on... Là, au niveau de ce 2, je suis bloqué, donc je n'ai rien à faire. Donc je me concentre, et là, rebelote. Ah bah oui, vous savez plus long, il faut travailler. Le problème c'est que non, parce qu'on parle à l'envers, sinon Alors, juste pour écoutez, je vous montre pour la fin. Ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a tout rempli, en gros qu'on a rempli la case là où on est à la fin, c'est plus la peine de remplir ça, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le gradient. On va faire une descente de gradient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pars de là et à chaque fois, je vais dans la case qui a le chiffre le plus petit. Donc là, j'en ai qu'une, c'est pas dur, je vais en 7. Là, j'ai qu'une case, je vais en 6. Mais là, j'ai 7 ou 5. Je suis en train de descendre le gradient, donc je vais en 5. D'accord. Et voilà. oui, alors comment est-ce qu'on choisit la position de L'impression de... comment est-ce que je choisis? C'est moi qui dis que je veux aller de là à là. Ça, c'est arbitraire. Ça fait partie de l'énoncé, on va dire. Oui, c'est là on peut plus dire je veux aller de là à là, c'est. En tout cas, on met le 0 là où on veut arriver en partant de là. Non, mais c'est vrai, ça marche. Comment tu connais la position de ta case dans le graphe? Parce que là, tu vas avoir un chemin, 8, 7, 6, 4, il y en a d'autres des cases vides. Oui. Et ça, dans le graphe, je sais que c'est là où je veux. Ça veut dire que ça, c'est déjà associé à des coordonnées. Il y a une position, des positions à chaque fois. Non, en fait, t'as même pas besoin des positions. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça est relié à ça. Comment? Tu as besoin de savoir que ça, c'est relié à ça. Mais ça, visuellement, là, c'est la différence entre le savoir-faire et savoir comment on fait. Non, parce qu'en fait, ce que tu vas dire, c'est que Ça, visuellement, ça pose pas de problème. Ça marche bien. Bon, là, c'est pareil. Lui il dit, Là, toi, Tu es dans ton graphe, il dit je prépare. Donc il a dit dans ton labyrinthe. Alors tu regardes, c'est pas ça. Là, moi, des cases vides dans mon labyrinthe, j'en ai deux. Si je dis, bah, je suis en 8 dans mon labyrinthe. J'en ai deux cases vides. Ah non, mais ça marche que ça va juste pour dire. Ensuite, il part du 9 du départ. non, c'est pas parce que là tu as deux parce que tu as parce que Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est tracé évidemment, il faudra accorder Parce que là, t'as parlé de le but, c'était alors, si c'est le même, la même truc, c'est qu'il y a deux choix. Oui, quand il n'y a pas de chantier bâtiment, par exemple. Si jamais je suis parti comme ça, Oui, c'est ça. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie. J'arrive. là aussi, en fait, ça va beaucoup plus vite que ça.
Oui, d'accord. Parce que là, ça fout, ça monte sur 21. Ouais, ça c'est vrai. C'est le 21, il n'y a pas dedans. Et si par exemple, ouais, il y a des gens qui ont été sur 21, non, parce que là, je me souviens qu'il n'y avait pas, c'est occupé. La solution elle est là. Attention quand tu repars, tu descends. Ça fait qu'on redescendait. Aussi, c'est ici, c'est pas 5 et 4. Il y a un peu. Tu veux pas aller ici? Mais non, tu nous fais, tu vas pas. Je suis là. Oui, oui. Ça, je peux mettre là. Mais pourquoi conduire, c'est oui, mais ça, mais si tu descends le gradient, donc si tu vois que ça monte, C'est pas évident, faut qu'on passe expliquer. Là, c'est pas il faut pas, avec les chiffres, il ne faut pas remonter. Si vous avez un certain chiffre, il faut pas prendre un point et vous faire remonter. C'est bon de 0 jusqu'à 30 comme ça. Voilà, là, ça va pas. Ce chemin-là n'est pas... Tu continues, tu montes. Là, oui, c'est ça. Et après, ce chemin-là, ça remonte ici. Ouais, parce que là, dans le jeu, on n'est pas les blocages. C'est des gradients. De là, celui-là, là. Il y a la liste, je pense qu'on va le mettre en ligne, on verra plus. Ah, ça marche bien. Ah oui, tu l'as dit.
On est d'accord que le cadre de la Non, ça va en fait. C'est là-dessus, hein, tu pars sur un truc de règle 3 et du coup, il y a rien qui se chevauche. Si tu c'est obligé en fait de aller sur les vu la forme du virage, tu peux pas te faire vraiment avant de tu peux pas On est de plus en plus à la bourre. Parce qu'en fait, les racks, on parlait de la construction c'est comme le bord, comme pour les cases à l'intérieur, on n'avait pas le droit. Donc ne pouvait pas te déplacer sur le mur. Il y avait des bandes autour, tu avais du blanc partout. Ici, les bandes autour, elles ne sont pas remplies par les. Voilà, ça te donne on les met qu'à la fin, le bord. D'accord, tu pars, à mettre dans le livret en fait. Pour le test, tu pars, tu vois, avec un bord qui n'est pas fait par là, le nombre de cases. Ça a marché à peu près pour tout le monde, quand tout le monde voit la bourre. Donc, avant, parce que oui, Ça, le parler de la façon. J'ai fait Nicolas ouais. Oui, on va faire la. Bon, alors. On va faire la démonstration. En fait, il y a aussi d'autres. Donc là, vous avez vu une façon de résoudre à la diagramme. Donc encore une fois, c'est des trucs qui sont relativement jeunes et qui sont hyper utiles à tout point de vue. Alors après, ce qui est rigolo, il y a aussi des façons absolument naturelles et insoupçonnées de résoudre un diagramme. On va faire la démonstration. Donc notamment, si ça marche, on va faire une démonstration de comment résoudre un labyrinthe de l'eau. On va vérifier. C'est un autre technologie là. Vous pouvez vous rapprocher. On est inventeur de l'onde. En espérant que je vais peut-être allumer.
Ah oui. Ouais, ou alors faudrait filmer avec